Nous sommes ici pour la deuxième émission des questions des habitants à la Gérance et nous vous saluons les uns et les autres. Nous sommes très heureux d'avoir une série de questions à poser à Monsieur Meyer. Ces questions porteront sur les transformations, les réparations dans les appartements. Lorsqu'un changement de locataire, pourquoi les travaux sont-ils faits après l'arrivée du nouveau locataire et non pas avant son arrivée? Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas, du moment que le bail a été résilié, on ne peut pas imposer des travaux au locataire qui va quitter du fait que ce n'est pas lui qui va profiter de ces améliorations. Ça, c'est régi par l'article 260 du Code des obligations qui dit que le bailleur n'a le droit de rénover ou de modifier la chose que si les travaux peuvent raisonnablement être imposés d'une part et que le bail n'a pas été résilié. Ce qui veut dire que concrètement chez nous, comment est-ce qu'on procède? On va toujours quelques temps avant le constat d'état des lieux, on fait un pré-constat pour voir un petit peu comment se présente l'état de l'appartement. Et si les travaux sont de minime importance, on essaye d'organiser de la manière la moins incommodante possible pour le locataire, en sachant que les entreprises avec lesquelles on travaille sont habituées à intervenir dans des logements qui sont occupés. Par contre, si c'est des travaux qui sont de trop grande importance, qui vont par exemple nécessiter la réfection de la salle de bain ou des sanitaires, et qui pourraient poser des problèmes trop importants, à ce moment-là, on laisse l'appartement vide, en général une quinzaine de jours, et ça nous permet d'organiser avec les entreprises un planning d'intervention, de telle sorte que quand le nouveau locataire rentre, la quasi-totalité des travaux sont faits. Qu'est-ce que ça coûterait annuellement à chaque locataire si on laisse le temps de faire les travaux entre les deux locataires? Alors bon, je crois qu'il n'y a pas de réponse formelle à donner là-dessus parce que il n'y a pas de systématique dans la remise en état des appartements. En général, chaque logement est refait lors d'un changement de locataire pour tous les travaux qui sont nécessaires. Mais comme chaque cas est particulier, on ne peut pas dire que ce mode de faire, on ne pourrait pas mettre systématiquement des logements inoccupés et puis surtout faire supporter le coût aux autres locataires du quartier, parce que ça, c'est pas constant. Oui, mais quand on emménage et puis qu'on est dans les cartons et puis qu'en même temps il y a les peintres, c'est vraiment pas très facile. Si on est tout seul, ce n'est déjà pas simple, mais si encore des enfants là au milieu, ça devient vraiment extrêmement compliqué. Alors, je ne sais plus quel est l'article qui traite de ça, mais le locataire entrant doit tolérer les travaux qui peuvent lui être raisonnablement imposés. Ça signifie quoi? Ça signifie que s'il y a des travaux de peinture, on peut imaginer que momentanément, il y a une pièce qui est condamnée, et puis que pendant les 2-3 jours des travaux de réfection, cette pièce n'est pas forcément accessible au locataire. Mais on ne peut pas non plus systématiquement faire en sorte à ce que l'appartement soit vide au moment des travaux, parce qu'il faut savoir qu'on est dans une situation aujourd'hui où la pénurie de logements est assez forte, elle est même assez dramatique, puisque sur Lausanne, je crois qu'aujourd'hui on est à 0,4 ou 0,5% de logements vacants, alors que pour une situation saine, pour un marché équilibré entre l'offre et la demande, il faudrait un taux de 1,5%, donc on n'est de loin pas à l'équilibre. Ce qui veut dire que quand il y a des changements de locataires, le locataire qui va emménager, le nouveau locataire qui va emménager, il a lui déjà quitté son ancien logement, et on ne peut pas lui dire d'aller se loger à l'hôtel ou je ne sais où en attendant que les travaux qui doivent être faits dans son appartement soient faits.
problème qui se pose facilement avec les peintures, en tout cas j'ai entendu souvent justement des gens qui disent que disant des petits-enfants, c'est aussi les effluves, la peinture, je veux dire c'est bien, c'est une pièce qui est condamnée, mais ça sent la peinture, c'est pas très sain. Donc ils s'inquiètent des fois de ça aussi, que ils sont pendant une semaine, 15 jours dans ces effluves avec leurs petits-enfants, puis ils n'ont pas de possibilité d'aller ailleurs, quoi. C'est aussi des fois une question de santé. Alors encore une fois, je crois que si c'est momentanément une chambre qui est pendant un jour ou deux où ça sent mauvais parce que les travaux ont été faits, l'enfant, exceptionnellement, il dort au salon ou bien il dort dans la chambre de ses parents, mais on ne peut pas vider l'appartement pour ce genre de travaux. Après combien d'années dans le même appartement peut-on demander des travaux d'entretien? Alors je dirais que là-dessus, il n'y a pas de réponse très précise parce que ça va dépendre quelle est la nature des travaux demandés, sachant que chaque objet, enfin chaque élément qui constitue l'appartement a une durée de vie. Alors une durée de vie qui peut être bien sûr différente d'un élément à l'autre. Et pour régler tous ces détails, les représentants des associations de locataires et de propriétaires se sont mis d'accord début de l'année 2007 et ont signé en fait ensemble une charte qui c'est une tabelle des amortissements de chaque élément avec la durée de vie déterminée. Donc cette tabelle est entrée en vigueur, n'a pas de force obligatoire, hein, puisque ça n'a pas été fait dans cet esprit, mais c'est un outil à disposition de chacun qui permet pendant 2 ans, puisqu'elle est valable 2 ans, d'avoir une base de référence agréée par les deux parties. Alors par exemple, une peinture traditionnelle, je crois maintenant c'est 8 ans, la durée de vie. Par contre, si on doit vous changer un lavabo, ça va être une durée de vie, je n'ai pas tout ça en mémoire, mais ça doit être dans les 25 ou 30 ans. Alors c'est une tabelle qui est assez fournie et qui permet d'avoir des références très précises en la matière. Pour les peintures, c'est qu'on rentre et puis après 2 mois, la peinture, elle s'effrite parce que des fois, ils font pas avec de la bonne peinture. Donc, ils font de la peinture dispersion au lieu de... Des fois, ils repassent dessus. Donc, des travaux assez vite faits. Donc, Alors, ce que vous soulevez là, ça n'a plus rien à voir avec la durée de vie, hein, non, si j'ai bien compris, de la peinture. C'est vrai que la peinture a été refaite et puis qu'elle s'abîme au bout de peu de temps. Là, il y a une question de norme de garantie que nous doit l'entreprise qui a effectué les travaux. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il faut évidemment aviser tout de suite la gérance pour qu'on puisse aller constater la malfaçon de l'exécution des travaux et demander le correctif immédiat auprès de l'entreprise qui fait à ce moment-là les travaux sous garantie, bien entendu. D'accord, merci. Alors, 4e question. Comment s'y prendre quand on veut faire des travaux chez soi? Alors là aussi, c'est réglé par les règles d'usage locatif d'une part, et il y a un article aussi dans le Code des obligations qui stipule que le locataire qui veut entreprendre des transformations ou rénovations chez lui doit préalablement demander le consentement écrit de son bailleur ou propriétaire en lui soumettant précisément ce qu'il veut faire dans l'appartement. Ensuite, à partir de cette demande, le bailleur a à sa disposition un délai de 30 jours pour donner une réponse. Et il faut savoir que ces travaux, en principe, ne doivent pas compromettre ni la sécurité, ni l'esthétique ou la valeur du bâtiment. Et ça doit bien sûr être en accord avec les éventuelles prescriptions réglementaires ou administratives officielles qui peuvent découler d'un règlement communal ou cantonal. Ça, c'est l'article 260A du Code des obligations qui stipule ces détails. D'accord, merci. Dans quelle mesure on peut faire, par exemple, décider de changer ses peintures soi-même? On doit toujours en référer à la gérance ou bien on peut quand même refaire une peinture si elle est de la même couleur? Donc refaire, est-ce que Si par on rapport, veut faire par des rapport à la... peintures soi-même chez soi, dans quelle mesure on peut les faire? Alors, dans la mesure où le locataire veut refaire lui-même ses peintures, il faut qu'il nous avise parce que, encore une fois, on va donner notre accord en allant ensuite contrôler la bienfacture des travaux. Et puis, si c'est des couleurs un petit peu, je ne veux pas dire farfelues, mais qui sortent d'un certain ordinaire, il est fort probable qu'on va vous demander, le jour où vous restituez votre logement, de remettre un état originel
la couleur d'origine de la peinture, parce que si c'est d'un violet avec des petits pois jaunes, je doute que le locataire suivant sera très enchanté de reprendre ce genre de... Enfin, on n'aura pas forcément les mêmes goûts. Ah ouais. Mais si c'est une couleur assez neutre, je veux dire, je sais pas, style... En principe, on se tient on se tient aux couleurs standards qu'on a dans tous les logements pour éviter justement d'avoir une multiplication des cas particuliers qui fait que ça engendre toujours plein de questions et plein de revendications supplémentaires. Donc, on reste à notre standing, à notre standard habituel. D'accord, merci. Dans quelle mesure peut-on faire des transformations chez soi? Alors, ça, je crois que j'ai un petit peu partiellement répondu avant à cette effectivement, question. Je peux simplement rappeler que, rejoint. sous réserve, bien sûr, d'avoir fait les demandes préalables, d'avoir obtenu le consentement écrit du bailleur, ce qu'il faut vraiment avoir conscience, c'est qu'on va vous demander, le jour où vous partez, de remettre un état originel. Donc, des fois, ça peut quand même occasionner quelques mauvaises surprises ou quelques frais supplémentaires par rapport déjà à d'autres frais qui sont assez conséquents avec le déménagement et autres. Donc il faut bien réfléchir. D'accord. Mais est-ce qu'il y a quand même des transformations ou autres qu'on peut faire sans en référer à la gérance, ou bien il faut vraiment, pour tout, s'en référer à la gérance? Alors, il faut s'entendre sur ce qu'on parle de transformation. Transformation, ça veut dire qu'on va un petit peu modifier l'usage de la chose louée, ou en tout cas modifier sensiblement certains éléments. Donc ça, c'est inévitable, il faut en parler à la gérance avant. Par contre, il y a d'autres choses qui peuvent être entreprises par le locataire, qui doivent même être entreprises par le locataire. C'est ce qu'on appelle les travaux de menu réparation, petites réparations telles que assumer le remplacement d'un joint ou d'une prise électrique qui a cassé. C'est des petites factures en général qui doivent en principe être assumées par le locataire directement. Ah d'accord, donc c'est pas la gérance qui envoie les concierges ou comme ça pour faire ces petits travaux? Non, on le fait souvent, nous, pour rendre service aux locataires, ouais. et pour lui économiser quelques petits sous, parce que je vous ai cité l'exemple du joint. C'est pas innocent, parce qu'on sait qu'un joint, ça coûte 3 ou 4 francs. Si vous faites venir une entreprise, vous allez avoir avec les frais de déplacement une facture de 120 francs à peu près. Voilà, justement, ouais. Alors que si c'est notre concierge qui vous le fait, on demande un forfait de 20 ou 25 francs pour le dérangement, ce qui est quand même bien avantageux pour le locataire. Tout à fait, ce qui est bon à savoir, effectivement. Merci. Comment s'y prend-on si on veut faire mettre un Judas à sa porte? Alors là encore, c'est une installation qui va être à charge du locataire. Il faut nous aviser, obtenir le consentement, puis après il y a deux solutions. Ou bien le locataire lui-même fait venir une entreprise de menuiserie, puisque c'est ceux qui sont le plus aptes à le faire, pour que les travaux soient faits en bonne et due forme. Ou alors on peut s'adresser directement à la gérance qui va, elle, mandater son menuisier, mais avec une refacturation ensuite au locataire, puisque ça, c'est une installation qui doit être prise par le locataire. Mais est-ce qu'il y a une différence de coût quand même, si on s'adresse à vous ou s'il s'adresse lui-même? Non, vous savez, les maîtres d'État aujourd'hui, ils se tiennent tous dans la bricole. D'accord. Ça, c'est des travaux c'est des petits travaux qui sont facturés en régie, donc en général, ils vont vous facturer un déplacement plus le temps à poser le Judas. Ça va pas forcément être plus avantageux de passer par notre entreprise, là. D'accord, merci beaucoup. À propos des travaux, vous avez dit que certains travaux sont pris en charge par la gérance. Alors, quels sont ceux qui sont pris en charge par la gérance et quels sont ceux qui incombent aux locataires? Alors, vous avez déjà cité les joints, ça c'est le problème du locataire, une prise, c'est le problème du locataire. Et quels sont les autres travaux qui incombent aux locataires? Alors, lors du départ, il y a un constat d'état des lieux qui est fait, hein. Et là en général, on règle ces problèmes de savoir qui va payer quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, les frais de nettoyage, ça c'est le locataire, hein. Il est chargé de procéder à ces frais au nettoyage de son appartement. Et puis ensuite, chaque élément de l'appartement qui nécessite une réfection va faire l'objet d'une analyse particulière par rapport justement à ces tabelles dont je vous parlais avant et par rapport à ce qu'on va appeler l'usure normale, par exemple d'une toile de tente ou bien
ou bien d'une peinture ou d'une moquette, pour savoir si la chose en elle-même a été déjà amortie par rapport à sa durée de vie, auquel cas c'est la gérance qui va payer à 100% le remplacement ou la réfection. Et puis si c'est par exemple une peinture qui est très très fortement jaunie parce qu'il y a 4 personnes qui ont fumé pendant 2 ans dans l'appart, et puis que la peinture n'a que 2 ans, ça veut dire que les 6/8e, pour aller jusqu'à 8 ans, les 6/8e qui vont manquer par rapport à l'usure normale, vont être refacturés au locataire. Donc c'est toujours, il n'y a pas de règle fixe, c'est toujours par rapport, 1, la durée de vie de l'élément, 2, l'amortissement qu'on considère, qu'on doit déduire, qui correspond à l'usure normale, et puis la partie qui manque pour aller jusqu'à la durée de vie, cette partie-là est refacturée au locataire. Alors évidemment que les durées, encore une fois, elles sont différentes selon l'élément dont on parle. Hein. Une peinture, c'est 8 ans. Si on prend par exemple un revêtement de sol stratifié comme on en pose maintenant, ça c'est en général, il y a même différentes catégories, mais le nôtre, ça doit être, je crois, sauf erreur, 15 ans. Donc ça dépend toujours. Une moquette aussi, c'est 10 ans. Un frigo. Écoutez, je ne vais pas vous donner toute la liste, mais ceux qui ont accès à Internet peuvent aller sur un site qui est très très bien fait toujours, c'est le site de l'Asloca, www.asloca.ch, où là ils vous mettent à disposition toutes les tabelles dont je vous parlais avant, et c'est toujours très intéressant de connaître ce genre de détails. Parmi les travaux qui sont faits par les concierges pour rendre service aux locataires, quels sont les travaux que l'on peut demander qui entrent dans les compétences de ce qui peut être fait? Alors, les interventions des concierges, qu'il faut être conscient, c'est qu'un concierge ne va jamais intervenir, en principe, sur la demande directe du locataire. Toute demande de travaux d'intervention doit être adressée à la gérance et en fonction de l'intervention que ça nécessite, on va décider d'envoyer le concierge plutôt qu'une entreprise, ceci par souci d'économie pour éviter de dépenser trop d'argent. Alors maintenant, les concierges, qu'est-ce qu'ils font comme travaux? C'est en principe toutes les petites interventions qui ne nécessitent pas d'outillage spécial, puis qui sont évidemment à leur portée de réalisation par rapport à leur capacité. Donc on a un concierge qui est aussi un installateur sanitaire, donc qui fait un petit peu les bricoles sanitaires. On en a un autre qui était un peu de la menuiserie, montage de meubles, donc lui nous fait tout ce qui est serrurerie, petits travaux de menuiserie et autres. On a aussi un électricien qui s'occupe de la partie électrique. Comme ça permet d'envoyer ces gens-là. On en a un 4e qui s'occupe par exemple du remplacement des frigos ou des accessoires de frigos, puisque ceux-là on les a en stock. Et toutes ces interventions permettent à chaque locataire de diminuer en fait le coût d'une éventuelle intervention à sa charge, puisqu'encore une fois, c'est notre service de conciergerie. Il y a une facturation symbolique par rapport à ce qu'on devrait facturer si c'est un maître d'État. Et pour que l'intervention puisse avoir lieu, en général, moi j'avais entendu que c'était plutôt le lundi que les concierges faisaient ces interventions. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut téléphoner pour avoir quelque chose qui est fait dans les plus brefs délais? Je dirais que jusqu'au vendredi à 11h30, en principe, tous les fichiers qu'on prépare, toutes les demandes d'intervention qui aboutissent dans la casier du concierge vont être traitées le lundi suivant. Je dis bien en principe parce que selon les périodes, ça peut être une période de retour de vacances, ou alors il peut y avoir une maladie d'un collègue ou autre, ou peut-être un nombre d'interventions prévues cette semaine-là pour le concierge, une question qui est conséquente, qui fait qu'il ne pourra peut-être pas tous les faire le même jour, mais c'est vrai qu'il programme ces interventions de bricole, comme on appelle, le lundi matin en principe, des fois même encore un peu sur le lundi après-midi, pour essayer de liquider un maximum. Ou alors il va reporter ça au lundi suivant. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même un tournus une organisation dans leur travail qu'ils essayent de ne pas trop chambouler pour ne pas laisser d'autres choses en plan. Il y a aussi le phénomène, c'est que
on demande systématiquement, en général, quand ça va toucher une bricole, de savoir à quel moment on peut aller chez le locataire, le cas échéant de laisser une clé ou non. Et je dirais qu'en principe, la majeure partie des locataires jouent bien le jeu, mais il y a toujours des esprits un peu méfiants qui font qu'ils ne veulent pas laisser la clé, ou alors qui trouvent le moyen de s'absenter alors que le concierge doit passer à un moment donné, ce qui fait que le concierge, après, il n'aura pas le temps de courir après le locataire en question, il nous ramène le fichier d'intervention, et puis ça s'est reporté à une date ultérieure. Dans un tout autre domaine, est-ce qu'il y a une prévision de travaux pour changer les fenêtres? Parce que l'isolation est très mauvaise à ce niveau. Donc, si on met la main pas très loin des fenêtres... On en est bien conscient. C'est une grosse épine qu'on a dans le pied, ça, et qui fait qu'on ne va pas pouvoir vous donner de réponse très précise aujourd'hui. La raison étant simple, c'est que sur 2008, on a quelques projets d'envergure qui sont à l'étude. Et je dirais que le souci de l'isolation des fenêtres en est un, puisque pour 2008, on va devoir lancer une étude pour planifier tout ça. Et aujourd'hui, comme on ne connaît pas encore quel type d'intervention va être effectuée, on ne connaît pas encore la planification de ces travaux, je ne peux pas vous donner de réponse précise, mais c'est un problème dont on est conscient et qui est prévu d'être pris à bras-le-corps courant de l'année prochaine. Très bien, merci beaucoup. Et puis, quelqu'un a laissé quelques questions ici. Alors, d'accord. C'est une question d'un habitant. Ça concerne un tout autre domaine. Ça concerne les bornes escamotables. Voici la première remarque. Le samedi est le jour de marché. Beaucoup d'habitants vont en ville pour s'approvisionner. Ils reviennent très chargés. Pourquoi ne pas laisser les bornes ouvertes de 10h à 17h30 ? Alors, je crois que j'avais déjà répondu de multiples fois à cette question. Je crois que la priorité avait été très, très explicitement donnée au moment où on a fait ces travaux. On a voulu faire de cette rue, qui était anciennement une rue de lancement pour les vélomoteurs ou autres automobilistes imprudents, on a voulu rendre cette zone piétonne pour favoriser la qualité de vie des gens qui habitent dans cette bretelle d'une part, et surtout pour sécuriser un maximum les allées et venues des enfants, et notamment aussi des jeunes qui fréquentent le centre socio-culturel, puisqu'il y a quand même pas mal de vie de ce côté-là. Mais on ne reviendra pas sur la question de savoir si le week-end il faut prolonger les heures. Je pense que n'importe qui fait ses commissions le samedi, c'est à l'avance à quelle heure seront ouvertes les bornes et peut programmer ses commissions, que ce soit le matin ou en fin d'après-midi, en prévoyant la rentrée aux horaires prévus. Parce que sinon, ça veut dire qu'on commence à répondre à une demande spécifique, puis après on aura une autre demande spécifique, peut-être à un autre moment de la semaine, et puis on commence de nouveau le régime des exceptions, ce qu'on veut maintenant éviter pour se faciliter la tâche et avoir une gestion plus facile de l'ensemble. Alors ça, c'est la réponse de la gérance. Je voudrais juste lire encore le commentaire de cet habitant. Lui dit, si on ouvrait jusqu'à 17h30, les commissionnaires auraient largement le temps de faire leurs courses. Et puis, quant aux enfants qui jouent, ce serait aussi une occasion de leur faire respecter quelques règles de bonne conduite. Alors, c'est pas ce qu'a choisi la gérance. La gérance a choisi la prudence plutôt que de faire observer des règles. Alors, je dirais que les règles de bonne conduite, c'est pas la gérance qui doit éduquer les enfants. Merci, M. Meyer. Mais de rien. C'est toujours un plaisir de pouvoir amener quelques éclairages. Alors, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à une prochaine fois dans quelques semaines. Au revoir. Au revoir.